l'Égypte, la présidentielle du mois est sur toutes les lèvres. Au cœur de la capitale, les habitants voteront pour l'enfant du quartier Abdel Fattah al-Sisi, mais non sans récrimination. Le gouvernement sud-africain a été condamné lundi à verser 1,2 million de rand, soit près de 90 000 € à chacune des familles de la centaine de malades mentaux morts de mauvais traitements ou faute de soins. Jeunes diplômés ou cadres supérieurs, ils sont de plus en plus nombreux à venir apprendre le français à Lagos, dans la capitale économique du Nigeria. En cette journée de célébration de la francophonie, nous y ferons un tour. C'était là l'essentiel à développer au cours de cette édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. La présidentielle de fin du mois en Égypte est sur toutes les lèvres. À Kabalia, au cœur du Vieux-Caire, les habitants voteront pour l'enfant du quartier Abdel Fattah al-Sisi, mais non sans oser quelques récriminations sur la crise économique que traverse le pays. Images et son. Même si je souffre de la hausse des prix, j'aime Sisi et ma confiance en lui est sans limite, lance Mohamed Al-Aswad, 46 ans, propriétaire d'une fabrique de chaussettes adjacente à l'immeuble où vivait la famille du chef de l'État. Comme lui, de nombreux habitants de Gamalia assurent qu'ils iront voter pour Sisi, grandissime favori à l'élection présidentielle prévue du 26 au 28 mars. Ils sont les gens. Ils sentent leur fatigue. Nous sommes peut-être épuisés, mais je suis optimiste. Et je sens que la prospérité va venir avec lui. Pourquoi ne devrais-je pas le soutenir ? Nous sommes contents de lui et nous allons voter pour lui. Il est aimé, oui. Sa popularité a baissé, mais beaucoup de gens l'aiment et le soutiennent. Je le soutiens. Il a lancé plein de projets, logement, le projet de canal de Suez, ainsi que des projets économiques pour la croissance. C'est au 4e et dernier étage de cet immeuble, dans l'allée Al-Bar, que Sisi passa ses 20 premières années avant de déménager avec sa famille en banlieue de la capitale, à Nasr City, dans les années 1970. Ici, comme ailleurs, dans les rues de la capitale égyptienne, des bannières de soutien au président sont tendues en travers des rues, déroulées sur les façades des immeubles ou juchées en haut des lampadaires. Élu avec 96,9% en 2014 à la suite de troubles ayant secoué l'Égypte depuis le soulèvement populaire de 2011, Sisi a fait du retour de la sécurité et de la stabilité économique ses priorités. L'issue du scrutin ne fait pas beaucoup de doutes alors que le président n'affronte aucune concurrence sérieuse. Un seul candidat, Moussa Mostafa Moussa, méconnu du grand public et acquis à la cause du chef de l'État il y a encore quelques semaines, s'oppose officiellement à lui. On reste dans la région et toujours avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui, avec son homologue soudanais Omar el-Béchir, ont affirmé lundi au Caire leur volonté de rapprochement après plusieurs mois de tension entre les deux pays. Les relations entre l'Égypte et le Soudan se sont particulièrement détériorées depuis 2017 lorsque le président soudanais a accusé le Caire de soutenir les opposants dans les zones de conflit comme au Darfour. Plus de précisions à travers ce reportage. Nouveau souffle en perspective pour la coopération entre le Caire et Khartoum. Les présidents Abdel Fattah al-Sisi et Omar el-Béchir ont affirmé lundi leur volonté de rapprochement lors d'une visite du chef de l'État soudanais dans la capitale égyptienne. Ce rapprochement intervient après plusieurs mois de tensions entre les deux pays qui ont particulièrement vu leurs relations se détériorer depuis 2017. Lorsque le président soudanais a accusé l'Égypte de soutenir ses opposants dans les zones de conflit comme au Darfour. La souveraineté disputée du triangle de Halayib à la frontière des deux pays près de la mer Rouge, dans une région riche en minerais, a également été source de désaccords. Lors d'une conférence de presse commune, le président Sisi s'est félicité de cette visite cordiale du président Omar el-Béchir, qui vient refléter l'esprit positif entre les deux pays. Il faut dire que des rencontres préalables ces derniers mois entre responsables égyptiens et soudanais avaient déjà permis d'accroître cette coopération dans divers domaines. La visite du président soudanais intervient alors que son homologue égyptien brigue un deuxième mandat
lors d'un scrutin prévu du 26 au 28 mars prochain. Au Maroc, face à la contestation sociale qui agite l'ancienne ville minière de Gerada dans le nord-est du pays, les autorités promettent d'y fermer tous les puits abandonnés, ceci grâce à un plan de reconversion pour les miniers clandestins. Reportage. Il y a plus de 3200 puits à Gerada, mais seulement 200 à 300 sont actifs. Les autres sont abandonnés et présentent un danger manifeste. Ils seront tous fermés, a affirmé Abderrazak El Gourji, secrétaire général de la préfecture de la région de l'Oriental. Gerada, bastion de la lutte syndicale au Maroc, est le théâtre de manifestations pacifiques depuis la mort en décembre dernier de 2 mineurs dans un puits abandonné où ils cherchaient à extraire clandestinement du charbon. 2 autres décès accidentels sont survenus depuis, suscitant colère et indignation chez les habitants de cette ville économiquement sinistrée que les statistiques officielles classent parmi les plus pauvres du royaume. Les manifestants réclament une alternative économique aux mines de la mort dans lesquelles s'aventurent des centaines de mineurs depuis la fermeture du centre minier à la fin des années 1990. Les protestataires fustigent aussi les barons du charbon, des notables locaux qui revendent le charbon extrait dans les puits fermés grâce à des permis d'exploitation. Ces barons sont pour la plupart des élus locaux de la méfiance des manifestants, voire une certaine défiance envers cette classe politique. Et pour El Gourji, tous les permis accordés à ceux que les jeunes appellent les barons ont été retirés. Aucune enquête n'a en revanche été ouverte sur ces notables accusés par les protestataires d'avoir longtemps profité de leur misère. Autre mesure, nous avons lancé un programme de reconversion avec la mobilisation de 3000 hectares pour des projets agricoles et la construction d'une nouvelle zone industrielle, a détaillé Abderrazak El Gourji. Le gouvernement sud-africain a été condamné lundi à verser 1,2 million de rand, soit près de 90 000 € à chacune des familles de la centaine de malades mentaux morts de mauvais traitements ou faute de soins, ceux dans des conditions qui ont choqué tout le pays. Les détails. Ce scandale avait éclaté fin 2016 lorsqu'un rapport officiel révélait qu'un total de 144 malades mentaux étaient morts après avoir été transférés en urgence d'un hôpital privé de Johannesburg vers des ONG ni habilités ni préparées à les recevoir. Les autorités provinciales ont expliqué avoir mis fin au contrat qui les liait à cet établissement et ordonné le déplacement de plus de 1700 malades pour des raisons budgétaires. Le président d'un tribunal arbitral saisi du dossier a jugé lundi cette décision irrationnelle et inconstitutionnelle. Dans son jugement, le juge Digang Monseneke a longuement dénoncé un carnage, une terrible histoire de mort et de torture, un manque total de dignité envers les victimes. Ces derniers mois, les familles des victimes ont décrit par le menu devant ce tribunal les détails des maltraitances infligées à leurs proches. Un animal n'aurait pas été traité comme ça, a résumé la sœur d'une victime. Tous les responsables provinciaux de la santé convoqués à la barre se sont confondus en excuses et se sont renvoyés la responsabilité du désastre. Le juge Monseneke a sévèrement épinglé lundi leur défense contraire à la vérité. J'ai conclu qu'ils avaient menti en plaidant l'ignorance en ce qui concerne le nombre de victimes, a-t-il martelé. La mort et les tortures infligées aux victimes ont pour origine leur utilisation arrogante et irrationnelle de leur autorité. Malgré les mises en garde, ils ont continué leur projet. En parallèle de cette procédure civile, la police a ouvert une enquête criminelle qui pourrait aboutir à un procès pénal contre plusieurs des responsables mis en cause. En bref, et en image en Guinée-Conakry, les cours ont repris hier lundi dans les écoles après plus d'1 mois de grève dans l'enseignement et de fait également de violences accompagnées de violences meurtrières. Des élèves en uniforme étaient présents dans leur salle de classe. Les enseignants étaient également présents. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de la Guinée a levé donc son mot d'ordre de grève le 14 mars après avoir, selon lui, obtenu de gain de cause pour 4 revendications essentielles. Au Nigeria, cette fois, ils sont de plus en plus nombreux, jeunes diplômés ou cadres supérieurs, à venir apprendre le français à Lagos, dans la capitale économique. L'intérêt pour la langue de Molière grandit donc dans ce pays de 180 millions d'habitants, où la première langue officielle reste l'anglais. En ce jour de célébration de la francophonie, on fait un tour dans la capitale nigériane.
La matinée de cours de français à apprendre les conjugaisons au passé composé n'a en rien entamé l'enthousiasme d'Adana. J'aime la culture, la langue française, ses sauts romantiques, explique avec un fort accent anglais cette jeune étudiante nigériane de 23 ans qui ne quitte jamais ses lunettes de soleil, même en classe. Parmi la vingtaine d'élèves débutants de la classe, Simone de Beauvoir, l'image d'une France intello, suave et gastronome revient souvent pour expliquer l'envie d'apprendre la langue de Molière. Au-delà des clichés, la plupart des jeunes diplômés et cadres supérieurs viennent avec pragmatisme aux 4 heures de session quotidienne dans la capitale économique du Nigeria, pays de 180 millions d'habitants, où la première langue officielle est l'anglais. Derrière moi ici, c'est des étudiants nigérians et certains sont des travailleurs. Ils ont interrompu le travail pour apprendre le français. Il y a aussi des élèves qui ont fini et qui voudraient aller à l'université, dans une université francophone. Et ils sont également ici pour apprendre le français. J'aime la langue, c'est romantique, c'est intéressant et ça me fait plaisir d'apprendre. Première économie d'Afrique de l'Ouest, le géant anglophone n'en est pas moins isolé au plan régional, entouré exclusivement de voisins francophones, Cameroun, Tchad, Niger et Bénin. Conscient de cette fragilité, le dirigeant militaire Sani Abacha a voulu faire du français la deuxième langue officielle du pays en 1996 et l'a imposé comme seconde langue étrangère obligatoire à l'école. Il y a un vrai appétit. Moi, tous les jours, j'entends des gens qui me disent je veux parler français, vous devez m'apprendre, des chauffeurs de Taxify, des serveurs dans les bars. Enfin, il y a un appétit après qui n'est pas forcément suivi des faits. C'est-à-dire que même si je laisse ma carte, ce sont des personnes que je ne revois pas, forcément. Et les cours à l'Alliance française coûtent 60 000 naira, soit environ $160 pour une session de 2 mois, et reste un rêve inabordable pour de nombreux Nigérians, dont c'est le salaire mensuel moyen. Résultat, le français reste un marqueur social, symbole de prestige de la classe supérieure dont les enfants ont grandi en Europe ou sont inscrits dans les établissements privés pouvant s'offrir du personnel très qualifié. Au Bénin s'est tenue dans sa capitale Cotonou une grande soirée de connaissances. Elle a réuni plusieurs participants, dont le coach Patrick Amar Poyon, président mondial de la Fédération internationale des ambassadeurs du développement FIAD, et le secrétaire général du CAMES. Reportage. Outre les nombreuses personnalités du monde universitaire et les ambassadeurs du développement, la grande soirée de la connaissance a enregistré la présence du secrétaire général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, le professeur Mbashi Bertrand. Une rencontre de partage et d'échange sur la connaissance de l'extension du coaching. Le coach Pognon est en train de nous préparer à une autre vie. Et ceci donc nous amène à partager ce qu'on a pu faire. Peut-être qu'on peut créer un déclic, une vocation, un déblocage. Et ça aussi, c'est un mode de coaching. Ce dont nous parlons en célébrant la connaissance aujourd'hui, c'est ce qui permet à quiconque a été programmé pour mourir en 2018 d'être encore là en 2418. Voilà de quoi nous parlons quand nous parlons de connaissance. Il ne s'agit pas, ouais, souvent les gens attendent d'avoir des problèmes avant de venir au coaching. Oh non, on vient au coaching pour ne pas avoir de problèmes. Après le Bénin, le professeur Mbashi Bertrand se rendra à Lomé, capitale du Togo, dans le cadre du 9e congrès mondial de la Fédération internationale des ambassadeurs du développement FIAD. Merci donc à Génial Afouda pour cette présentation, et c'est sur cette information relative donc au coaching que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika et sur les différents sites. À très bientôt.